t'es assez troublé parce que tu retrouves quelque chose que tu vois nulle part ailleurs, comme je te disais. En fait, moi, c'est ça que j'aime dans la littérature, c'est que ça va chercher. C'est tout ce que n'est pas le reste. Les films, les séries, et il y a un côté... Enfin, vraiment, il y a un rapport à la liberté, moi, qui m'a tout de suite interpellé. Il aurait fallu un autre podcast pour raconter cet endroit. La vue sur les toits de Paris, les souvenirs de Baptiste et les rires d'Edwige. Pour cet entretien, Baptiste Fillon m'avait donné rendez-vous à La Ruche, un atelier d'artistes dans le 14e arrondissement de Paris, où a travaillé et habité le peintre Nissan Rylov, personnage principal du roman de Baptiste, Un coup de pied dans la poussière, publié aux très belles éditions Le Bruit du Monde. Baptiste est écrivain, scénariste et possède une curiosité insatiable. Il signe avec ce livre une fresque romanesque et historique sur la naissance des vocations, les choix que l'on fait et le prix à payer pour être libre. Tout en haut d'une volée de marches à l'abri du monde, Edwige, la veuve de Nissan, nous a accueillis chez elle avec générosité. Autour de nous, des livres, des tableaux et les toits de Paris. Tous les ingrédients pour s'échapper et se raconter les livres et les bruits intérieurs. Avec Baptiste, nous avons parlé de livres, d'amour et de ces questions qui n'en finissent pas de nous hanter. Il y avait des voyages au loin, sur les mers ou dans un train qui file à toute allure, des histoires au coin du feu, des livres mondes et toujours des confidences et des rires. Dans la vie comme dans la littérature, on n'a pas le temps d'être sérieux. Pour ce nouvel épisode de notre podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains, venez faire un tour avec moi dans le monde intérieur de Baptiste Fillon. Salut Edwige, c'est moi. Salut, désolé, je suis à la... Ça va, tu vas bien? Je te présente Dolly. Bonjour. Bonjour. Tu as la main froide, pardon, enchantée. Merci d'accueillir. J'ai amené le bouquin que je lis en ce moment, tu vois, j'ai préparé. T'as préparé, c'est génial, on va discuter. T'inquiète. Sachant que je lis d'habitude jamais de livres. Oh, si. Alors déjà... Où sommes-nous, Baptiste, et pourquoi est-ce qu'on se voit ici, à cet endroit? On est à La Ruche, donc il y a une résidence d'artistes qui est assez célèbre pour avoir accueilli beaucoup de grands artistes, notamment au début du XXe siècle. Il y a eu des peintres, des sculpteurs, donc il y a eu Zadkine, Soutine, Modigliani, entre autres. Pourquoi est-ce qu'on est là? Parce que c'est beau, déjà. C'est vrai que c'est sympa. Pas mal. C'est vrai que c'est très beau. Moi, j'ai vu sur la tour Eiffel, perso, la personne le voit à part moi, mais... Non, c'est vrai que c'est joli et c'est un endroit où a travaillé le personnage dont je me suis inspiré pour mon roman, donc Un coup de pied dans la poussière, qui était un peintre qui s'appelait Nissan Rylov. Et il a vécu et travaillé à l'endroit où on se trouve actuellement. Où vit toujours sa veuve et où ont été élevés aussi ses enfants qui aujourd'hui sont très grands. Pour travailler ou pour la lecture, pour l'écriture en général, les lieux dans lesquels tu es sont inspirants pour toi? C'est vrai que j'essaie aujourd'hui de m'accorder de travailler dans des endroits beaux. C'est vrai que ça... Je sais pas si on peut dire que ça stimule, mais ça berce en fait. C'est vrai que la beauté, c'est une petite musique, je trouve, et que ça te met plus facilement au travail. Moi, j'aime bien les vues. Ouais. Et chez moi aussi, j'ai un petit espace avec une espèce de chaise où j'ai vu sur le métro Charles Michel avec les tours de Beaugrenelle. Et je sais pas, il y a une espèce de perspective qui me plaît bien, quoi, entre l'ancien Paris et le nouveau. Et qui permet de t'échapper, laisser échapper le regard. Ouais, exactement. Le ciel, la façon dont ça change. Ouais. Alors, ça fait vraiment poète à 2 francs 6 sous de dire ça. Oh mais... non, c'est très beau. C'est vrai que c'est génial quand tu peux lire. Là, quand je retourne chez mes parents, j'ai un endroit très sympa au Havre, sur le bord de mer, qui est fantastique. Et en vieillissant, ça fait un peu vieux con de dire ça, j'ai plus de mal à lire dans le métro, tu vois, par exemple. Ok. Parce qu'il y a quelque chose qui est moins propice, en fait, à l'expérience de lecture. Alors que j'adore lire et que je suis assez boulimique, hein. Et bon, ce qui est génial, c'est le train aussi. Ça, c'est fantastique, le train. Le train, oui. Le métro, non. Mais le train, oui. Non, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même expérience, en même temps. Et t'as pas la même énergie. Ouais, t'as pas la même énergie. Mais ça va avec la vue, le ciel, etc. Oui, exactement. C'est un truc d'éloignement. Oui, il y a ça. Puis il y a de te dire que tu vas un peu ailleurs. Tu vas être un peu décentré, sorti de toi-même. Et aujourd'hui, il y a un truc auquel je fais vraiment très attention. C'est que je fais en sorte que ce que j'écoute ou ce que je lis soit lié à des moments agréables. Parce que comme tu le sais, tu es une grande lectrice et je pense que tu écoutes aussi beaucoup de musique, c'est qu'à un moment, certains passages de livres ou des morceaux de musique peuvent être associés à des moments de vie, à des lieux, pas forcément drôles. Et ça les salit un petit peu. J'essaie de faire attention à ça, désanctuariser. Est-ce que tu arriveras à me dire en quelques mots quel genre de lecteur tu es? C'est quoi lire pour toi? Écoute, je suis un lecteur comme j'écris, en fait, c'est qu'il y a un côté très boulimique et assez délirant et assez déraisonnable.
parce que aujourd'hui je sais que j'aurais pas assez de toute une vie pour écrire tout ce que j'ai envie d'écrire, comme je pense que c'est la même chose pour la lecture, je n'aurai jamais assez de temps pour lire tout ce que je veux lire. Il y a ce côté qui pourrait être rat de laboratoire aussi, mais rat de bibliothèque, où je me dis je pourrais manquer des kilomètres de livres, mais j'ai toujours besoin, en fait je me rends compte dans ce qui me porte que ça vienne me chercher moi. Et dans la lecture, c'est un peu la même chose. Moi, je viens pas d'une famille spéciale. On lit beaucoup, même s'il y a un grand respect pour les livres, c'est ça qui était très paradoxal, et qui l'est toujours chez mes parents. Et j'avais un peu honte, en fait, de parler de bouquins, parce que, je sais pas. Mais il y a peut-être quelque chose d'un espèce de frein, comme je disais, j'ai un peu un télo, t'es un télo, tu vois. Et en même temps, je me suis rendu compte, en lisant, que la littérature allait me chercher à des endroits où rien d'autre n'allait me chercher, en fait. Donc, cette expérience très... intense, émotionnellement très très forte, j'avais besoin d'en parler, quoi. Peu à peu, j'ai osé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, m'en ouvrir à des amis, quoi. Et après, c'est vrai que ça a donné lieu à des discussions, et ça continue de donner lieu à des discussions assez fascinantes, étourdissantes. C'est génial, l'art de la conversation, quand tu sais où ça commence et tu sais pas où ça finit, quoi. C'est assez fantastique. Comment c'est venu le goût de lire alors, chez toi? Les premiers livres, comment ça arrivait? Y a un truc, y avait une petite bibliothèque à la maison, avec quelques livres. Ma mère lit toujours un petit peu. Okay. Mon père un peu moins, mais il lit, tu vois, c'est des gens qui lisaient, après c'est nos parents, mais les journaux, les magazines, il y avait toujours un journal ou un magazine sur la table, quoi. En fait, j'ai du mal à situer ce moment de bascule, où je me suis dit, je vais lire, je vais écrire, ça va être ce que je fais aujourd'hui. Vraiment, je pensais pas faire ça de ma vie à un moment. C'est un peu comme Platini qui disait à une époque, je pensais pas qu'on pouvait gagner sa vie en jouant au foot, tu vois, et je pensais pas un jour qu'on pouvait gagner sa vie en écrivant, tu vois, en écrivant ou en lisant, parce que quelque part, je considère aussi que notre métier, la lecture fait partie de notre boulot. Est-ce que tes parents te lisaient des histoires, par exemple? Oui, ils me lisaient des histoires. Il y avait cette chose-là quand même Oui, ils me lisaient des histoires, et j'avais des livres que je lis aujourd'hui à mes enfants sur les mythes et légendes. Ça m'a transporté. Et c'est vrai que je les revois toujours avec beaucoup d'émotion. Les illustrations sont hyper réussies. Et donc, les mythes grecs, incas, amazoniens et tout. Et ça, je sais, ça a sûrement fait son travail, mais sur le moment, c'était juste un plaisir immédiat, toi, l'histoire de monstres, de héros et tout. Et ça, je sais que c'est un truc que j'ai transmis à mes enfants, quoi. Je pense qu'il y a un truc avec la curiosité et l'idée de raconter des histoires. Toi, mon père était marin, j'étais souvent, des fois parce que c'était vraiment des bonhommes, tu vois, à l'époque, où ils te racontent des histoires sans trop se rendre compte que ce qu'ils racontent est assez exceptionnel. Et je pense que il y a cet appétit-là qui vient avec une forme de curiosité du monde, parce que c'est vrai que tout ce que je fais, je me rends compte aujourd'hui, et en ayant un tout petit peu d'expérience, c'est que j'essaie d'aller dans des mondes qui ne sont pas les miens. Et donc après, moi, j'ai commencé à lire beaucoup de livres sur la littérature sportive, et notamment sur le Brésil, parce que mon père était marin, qui a beaucoup voyagé là-bas, c'était un pays qui me fascinait, mais j'y suis venu par le sport. Le foot, basique, le foot, le Brésil, et j'ai commencé à lire les classiques brésiliens, moi c'était Jorge Amado, un livre qu'aujourd'hui je me rends compte est hyper technique, mais qui est tellement beau, c'est Guimarães Rosa, Diadorim, qui est incroyable. Ce livre, il est fou, il est du niveau de James Joyce ou Pessoa. Ok. J'ai lu ça en terminale, quoi. Les livres que tu lisais si spécifiques dont tu me parlais, mais t'allais les chercher où? Comment tu les trouvais? Il y avait pas forcément cette relation au livre chez toi? Ouais, il y avait une petite librairie où, par exemple, truc très drôle, je me suis retrouvé à lire un livre qui s'appelle Je suis né avec Israël. Sur une nana qui est née en 40, je crois que c'était 47. J'ai rien compris au fond historique, mais ça m'avait porté parce qu'elle racontait quelque chose autour de la guerre, autour de l'identité. Je me souviens très bien de cette lecture-là. Et donc c'était un truc de néophyte. Tu piochais un petit peu en fonction de la couverture, même de la couleur des titres et autres. Je t'avoue que, tu vois, on parle de violence symbolique, mais c'est un truc que j'avais complètement intériorisé. J'ai eu du mal à rentrer dans une librairie. Et aujourd'hui, j'ai toujours un peu ça. J'ai toujours un peu ce truc assez impressionnant, parce que aussi tu rentres dans une librairie, c'est un peu comme une église, les sons sont un peu plus étouffés, les gens. Pas dans la mienne. Non, ça c'est bien. Et je trouve que c'est hyper trop bien. Et je pense qu'il y en a besoin. Vraiment, il y en a besoin. Et je suis pas dans le délire. Allez, post-mai 68, faut que ce soit la fête dans les librairies, même si pourquoi pas. Mais il faut désacraliser la culture. Il faut aussi la vider de son esprit de sérieux, parce que. Et puis entre-temps, il y avait l'école aussi qui avait fait quand même son œuvre. J'avais lu les nouvelles histoires extraordinaires de Poe, et c'est vrai que la traduction de Baudelaire, elle est folle. Ça fait un peu peur, en même temps c'est beau. T'es assez troublé parce que tu retrouves quelque chose que tu vois nulle part ailleurs, comme je te disais. En fait, moi c'est ça que j'aime dans la littérature, c'est que ça va chercher, c'est tout ce que n'est pas le reste. Les films,
les séries, et il y a un côté, enfin vraiment il y a un rapport à la liberté moi qui m'a tout de suite interpellé. Et après, autre lecture qui m'a vachement marqué, c'est L'Assommoir de Zola, que j'avais lu en première, et je sais, et là du coup je peux te le dater, c'est que le moment où j'ai basculé, c'est l'été entre ma seconde et ma première où j'ai commencé à lire, j'ai lu L'Assommoir et après j'ai pas arrêté. Dans L'Assommoir, en fait, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de, on pouvait aller sur des choses dangereuses. Et je te dis dont on ne parlait pas ailleurs, et que les histoires se finissaient pas toujours bien, mais qu'en même temps ça les empêchait pas d'être belles, quoi. Et j'ai eu des profs fantastiques qui m'ont appris que la littérature c'était pas un truc de vieux, seulement qui s'apprenait, qui se lisait en librairie, c'était un truc qui venait de chercher en fait. Et aujourd'hui, ce délire-là, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, mais dans le bon sens du terme, ça m'a pas quitté. Et aujourd'hui, je suis encore insatiable en fait. Il y a un autre écrivain brésilien qui m'a vachement plu, c'était Jorge Amado. Il avait écrit, mon premier roman se passe entre Marseille et Salvador de Bahia, c'est pas pour rien, c'est sa ville, Salvador, et Bahia de tous les sens. C'est un grand livre qui a un côté très naïf, très généreux, très solaire, mais qui m'a tellement porté en fait, parce que c'est l'histoire d'un boxeur, t'as les docks de Salvador, t'as l'envie de voyager, enfin t'as tout de la littérature romantique d'aujourd'hui pour un jeune garçon qui a envie de voir le monde, quoi, par exemple. Il y a des choses que tu as, peut-être pas forcément parmi ceux-là, mais des livres que tu as découverts une fois adulte, pour lesquels tu t'es dit, j'aurais adoré lire ça à 15 ans, par exemple. Oui. Bah, je pense à un roman, ça va pas te surprendre, L'éducation sentimentale. Ok. Ça, vraiment, ça aurait été super de le lire, parce que moi, je pense que Flaubert, c'est vraiment un grand romantique, mais il a tellement été blessé par la vie que tu sens qu'il est obligé de... Oh, pauvre Flaubert. Bah, je trouve... ouais, Gugus. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a... à fleur de peau, tu sens... Bon, il a fait des tas de crises nerveuses, c'était quelqu'un qui était très, très énervé, parce qu'il était très, très mal dans sa peau, parce que je pense que c'était quelqu'un de fondamentalement intègre, même s'il jouait à être méchant. Et ça, j'aurais beaucoup aimé le côté la chute de la grande idée de l'amour et de la révolution. Et c'est vrai que c'est un roman qui est tellement beau et tellement efficace, voilà, qui m'aurait, je vais pas dire qu'il m'aurait évité des déconvenues, mais il aurait fait résonance à beaucoup de choses que je portais à l'époque. Et un autre livre aussi, je pense, mais qui m'aurait fait plus de mal, je pense à Belle du Seigneur de Cohen, sur l'amour. Extrêmement dérangeant notamment quand t'es en formation, tu vois, quand tu te poses des questions sur la question de l'attachement, du long terme et autres, qui est extrêmement dérangeant dans le bon sens du terme, quoi. Est-ce que toi, il y a des textes que t'aimes offrir, tu sais, des textes un peu forts pour toi que t'as envie de faire découvrir écoute, moi j'ai pas mal conseillé Belle du Seigneur. Il y a un roman dernièrement, enfin non, c'est pas un roman, c'est un essai que j'ai conseillé, c'était La fin de l'amour d'Elva Illouz. Qui m'a vachement... Il y a un truc avec l'attachement, oui. On peut faire un autre podcast. On peut refaire là, oui. Non, moi, ce que j'aimerais beaucoup offrir un jour à mes enfants, quand ils ont envie de lire de la littérature un peu plus classique, c'est Madame Bovary. Ah oui. Ouais, je trouve que c'est vraiment... C'est un grand livre. Et c'est une histoire tragique, en fait. Oui, parce qu'elle se tue, mais c'est une histoire tragique parce que c'est une absence... Tu viens de spoiler. Ah, pardon, l'arsenic et tout. C'est un roman qui m'a fait beaucoup rire parce qu'il est très ironique. Il est très dur. Et en même temps, tu vois, ça pourrait être un autre roman à offrir. J'avoue, mon côté Bovary, c'est que j'ai aimé Paul et Virginie, quoi. Ok. Parce que il y a un côté retour aux les antipodes, retour, c'est un peu rousseauiste aussi, c'est retour aux origines et autres, qui est complètement dévoyé, on va pas se mentir, et qui ne fonctionne plus aujourd'hui. Mais je me rends compte que c'est quelque chose qui m'a rapproché aussi du Brésil. Non, moi, il y a un autre livre que j'adore, c'est La peau de Malaparte, qui se passe à Naples après-guerre. C'est un grand écrivain, mais vraiment, il est fantastique. Côté fresque humaine, et au long du XXe siècle, en même temps, on est proche des personnages. Et puis, il y a ce côté lyrique, en fait, qui porte. Très beau, franchement, super livre. Commencer à parler de tes enfants, ils ont quel âge ? Ils ont 10 et 7 ans. Donc ils lisent un peu. Ils lisent un peu, ouais, exactement. Moi je les emmène... Tu leur lis des contes, je leur lis des contes, que tu lisais. Je leur lis les 3 Mousquetaires. Et on a un petit rituel le week-end, on va faire un tour dans les librairies et on s'achète des bouquins. Alors ils sont très mangas, mais ils lisent aussi beaucoup. En fait, ce que je me dis, et je fais ça pour mes enfants, c'est que plutôt que de se dire on va les faire lire et gérer leur vocabulaire, déjà ça passe aussi par la conversation.
la capacité à s'exprimer sur ses sentiments et les écouter et des fois à les aider à nuancer. Mais aussi, je pense que ça nourrit la curiosité et l'appétit d'histoire. Et je suis convaincu, mais ça ne concerne que moi, que l'appétit d'histoire, ça t'amène ensuite à la littérature. Parce qu'il y a un moment ou un autre, quand tu mûris, ces histoires de manga ne te suffisent pas. Surtout quand tu as une vie à côté qui est stimulée par, et j'espère le faire suffisamment, par des parents ou des copains, tu vois. Vraiment, il y a une histoire d'appétit et d'imaginaire et de se dire, moi, il y a un moment ou un autre, j'ai peut-être envie d'aller fouiller des parts inconnues de ma... Enfin, tu sens en fait que ça fait résonner quelque chose que tu ne soupçonnais pas en toi. Et ça, quand tu arrives à faire ça avec un gamin, tu ouvres la boîte de Pandore dans le bon sens du terme, j'en suis convaincu. Ces derniers temps, je me suis remis aussi à apprendre des vers par cœur. Là, je travaille sur vraiment un embryon de projet pour un film sur Rimbaud. Tu t'es plongé dans Rimbaud? Je me suis remis dans Rimbaud et c'est vrai que il est énervant ce gars. Il est tellement brillant, c'est... Par exemple, vas-y. Non, c'est un poème qu'il aurait écrit avec Germain Nouveau et les gens l'attribuent à Germain Nouveau, quoi. Et c'est un moment où ils partent tous les deux, ils sont repartis à Londres. Ouais. Il est très beau parce qu'il parle de la nuit, qu'il parle du poison, parce que Rimbaud c'est un destructeur, c'est un immense destructeur aussi. Il a fait chier tout le monde partout où il est passé avant de disparaître définitivement. Non mais attends, c'est des nuits du blond et de la brune, pas un souvenir n'est resté, pas une dentelle d'été, pas une cravate commune. Ça c'est le premier quatrain. C'est beau. Ouais, très très joli. Vraiment il m'a perforé le poème. Alors c'est une question un peu tarte à la crème, mais ça permet aussi à un moment donné de faire une photographie des lectures importantes pour toi. Est-ce que quel livre tu me citerais, je sais pas, 3, je dis 3, mais ça peut être 2, ça peut être 6, si tu as envie d'en citer 6, qui sont vraiment marquants pour toi, que tu garderais parmi toutes les lectures que tu as faites? Moi je pense qu'il y a vraiment Madame Bovary. Là ça a été ça n'a pas été un choc, mais c'est... En fait, c'est la perfection que peut donner le travail. Mais tu sais hein, que Gugus, c'était un bourreau de travail. Ouais. Il y a une sensation de naturel et de justesse qui donne des complexes et qu'en même temps, en tant que lecteur, est fascinante. Vraiment, c'est incroyable. Je reste à l'état d'émerveillement quand je lis ça parce que et en fait, en creux, c'est extrêmement lyrique. Et je pense que quand il disait Madame Bovary, c'est moi, ou je pense qu'il se moquait un peu des gens qui l'écrivaient ça. Je sais plus si c'était Louise Bouillet d'ailleurs. Mais oui, Gugus, t'essaies de te cacher, mais oui, t'es un grand romantique. Et du fait il est normand et qu'il y a peut-être un truc. Moi, je reste convaincu il y a un fond dépressif chez les Normands, tu vois, Maupassant et tout et tout. C'est drôle parce que c'est donc pas. Tu parles de toi, donc Charles Bovary, c'est Emma Bovary, pardon, c'est Flaubert et Gustave Flaubert, c'est moi, c'est ça? Non. Oh non, non, j'ai pas cette prétention-là. Mais ouais, alors attends, il y a ça. Il y a un autre super beau livre de Faulkner qui s'appelle Si je t'oublie Jérusalem, qui est un roman fait à partir de 2 romans. Il avait écrit 2 livres et les a entrelacés. Ça, c'est un livre qui est fantastique, mais vraiment, et c'est le génie à l'état pur. Là aussi, tu sens que c'est écrit. Je vais pas dire que c'est torché, mais tu sens qu'il y a un geste, en fait, un truc un peu à la Truelle, et qu'en même temps, c'est fantastique. Ça te porte, il y a un flux, et tu sais, il y a un truc chez Faulkner qui est du domaine de la scansion, quoi. On parlait du gueuloir chez Flaubert. Lui, tu sens qu'il y a un mouvement, j'arrive pas à en parler tellement que c'est fort, en fait. Donc, ouais, grand livre. Et après, il y en a plein d'autres. Et je te dirai un autre, pour faire l'écho avec Un coup de pied dans la poussière, c'est le livre de l'intranquillité de Pessoa. Qui est pas un livre, qui est pas un essai, qui est pas un roman, qui a une espèce d'éclatement de la personnalité. Et là, c'est tourbillon absolu de l'être humain dans l'histoire, dans l'aspect métaphysique et dans le même temps, ça m'a complètement fait dévisser, en fait, ce roman. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans la chronique, comme on dit, dans une forme de platitude et du quotidien. Il y a une espèce de magie du quotidien. Je pense au roman d'Annie Ernaux et je pense à Emmanuel Bove aussi, tu vois, qui écrit très bien la normalité. Mais quand tu vois, c'est des grands romans et qui, d'une manière ou d'une autre, te connectent à quelque chose d'autre. Ça veut dire, quelque part, c'est un écho de l'éternité. C'est vie grise, éterne. Ça fait appel aussi, notamment à Annie Ernaux, à un écho de notre société. Sans non plus avoir un propos militant pour être militant. Elle ne se cache pas derrière l'aspect militant. Il y a plus que ça, en fait. Il y a la question de l'ancrage, il y a la question du destin.
Non, bah là, je lis... bon, il y a ce beau roman japonais qui est pas vraiment un roman, qui est une espèce d'essai sur l'histoire d'un poète qui se retire dans la montagne. Ça fait très lecture zen un peu chiante, mais c'est vraiment aller me chercher. Le titre ? Ça s'appelle Oreiller d'herbe ou Le voyage poétique. C'est magnifique C'est comme chouchou, titre. Hein, c'est beau. Hein. Soseki. Ouais, que je connaissais pas. Et je l'ai trouvé en allant faire un tour avec mes enfants à la maison du Japon. Le gars est quand même hyper ambitieux. Il te dit... Je ne crois pas qu'un tel roman ait déjà existé en Occident. Il ouvrira de nouveaux horizons à la littérature. Je vois qu'il y a un marque-page. Ouais. Tu nous lirais juste un petit bout Je peux te lire le début, si tu veux. Tu préfères, bien sûr. Parce que le début est vraiment beau. Apparemment. Alors, tout en gravissant un chemin de montagne, voici ce que je me disais. Faire preuve de raison crée des conflits. Laisser parler son cœur, conduite à la dérive, imposer sa volonté est source de fatigue. Bref, il n'est pas facile de vivre dans le monde des hommes. Quand la difficulté de vivre s'intensifie, l'envie vous prend d'aller ailleurs. Une fois que vous avez compris que la peine est partout la même, alors la poésie peut naître, alors la peinture peut naître. Ce n'est ni Dieu ni un quelconque démon qui ont créé le monde des hommes, ce sont des gens comme vous et moi, ni pire ni meilleur. Si ce monde où il est malaisé de vivre est l'œuvre de gens ordinaires, il ne doit se trouver nulle part un endroit qui vaille la peine qu'on s'y installe. À moins de partir pour un pays où les hommes sont sans foi ni loi, où il doit être encore plus pénible de vivre dans un monde sans foi ni loi que dans un pays où les hommes sont de ceux que l'on rencontre partout, ni meilleurs ni pires. Donc c'est le début. Et c'est un pacte avec ouais, lecteur, c'est ça. Il t'en met en disant bon, ça va peut-être que ça va pas être si bien que ça, mais en même temps, je vous promets d'un peu de me livrer et d'aller parce que j'en peux plus en fait de ce monde-là. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de la sublimation qui se dessine petit à petit sur des moments. Tu vois, on parlait de quotidien. Des moments d'espèces d'estampes en fait qui sont posées. D'ailleurs dans le bouquin il y a des estampes, tu vois, petites choses comme ça qui sont très belles. On arrive à la fin de cet entretien, on a parlé de beaucoup de choses, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. La dernière partie on a intitulé très sobrement Passeport littéraire, c'est une série de questions un peu qu'on pose à tout le monde. La première question, Baptiste, si tu étais un titre de livre. Non, mais moi, j'ai envie de te dire l'éducation sentimentale. Mais c'est parfait. Parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre là-dessus, quoi. C'est là-dessus qu'on travaille, nous, justement. Sur nos erreurs aussi. Et pas dire des réussites, mais nos petites épiphanies, quoi. Oui, complètement. Et alors, est-ce que sans surprise, si tu étais un héros ou une héroïne de roman, ou surprends-moi. Alors, je vais te dire, je crois que son nom, c'est Antonio Balduino. C'est le héros de Amado dans Bayard tous les saints. Ok. Qui est un très beau personnage, qui est un beau personnage épique, qui traverse le monde et qui vit entre les quais de Salvador et qui monte sur des bateaux. Ça, c'est vraiment le plaisir d'enfant, tu vois, de se dire, t'as une vie aventureuse, t'es un peu costaud, tu fais un peu le beau, et en même temps, il est tellement touchant, ce bonhomme. Est-ce que tu as le souvenir d'un chagrin de lecture ? Tu peux entendre le mot chagrin comme tu veux. Sur vraiment une tristesse, c'est L'adieu aux armes d'Hemingway, avec la mort de sa compagne. Je sais plus s'ils sont mariés dans le livre, mais c'est un grand livre, et c'est vrai que c'est assez déchirant, et c'est un beau roman sur l'amour, ça. Vraiment, qui est allé me chercher aussi loin que Belle du Seigneur. T'arrives d'avoir des pannes de lecture, des moments où t'arrives plus à lire du tout? Très peu, mais j'y replonge assez vite parce qu'il y a un besoin, en fait. Il y a quelque chose qui me manque, en fait, parce que je pense que c'est pas que c'est plus riche que la réalité, c'est pas ça. C'est pas comme Borges disait, c'est tellement plus réel que la réalité. Oui, peut-être, mais il y a ça, ça met en cohérence du ressenti, en fait. Je sais pas comment te dire ça, en fait. Tout d'un coup, il y a des choses qui se rangent, ça m'aide à réfléchir, en fait, la littérature. Ça met en place des schémas. Est-ce que tu me l'as déjà cité dans notre conversation, ou est-ce que c'est un titre dont tu vas me parler là, le livre qui pour toi est une des plus belles histoires d'amour qui aurait été écrite? Bah oui, je t'ai parlé de Belle du Seigneur. Ce serait celui-ci? Je pense, ouais. Je pense. Alors que c'est terrible. C'est terrible. Bah ouais, c'est terrible. Donc l'amour, c'est terrible. Bah... Non, c'est pas... Non, mais après, viens pas me chercher là-dessus, parce que c'est plein de questions que je me pose en ce moment et que je travaille dessus, mais c'est des moments où t'es un peu ouvert, tu vois, et c'est vrai que t'es un peu fragile, donc il y a des romans qui passent dans ces brèches-là, et donc je pense que Belle du Seigneur en fait partie. Oui, Belle du Seigneur, allons-y pour Belle du Seigneur, sans hésiter. Ouais. Et tu me parlais de livres qui te faisaient rire aussi tout à l'heure, tu m'avais cité Madame Bovary, mais est-ce qu'il y en a un que... Bah écoute, il y a un truc très drôle qui m'est arrivé récemment, c'est que je veux pas dire que ça me faisait rire aux éclats, mais en lisant Kafka, des fois tu dis que c'est tellement mécanique, c'est vrai que t'as l'impression d'avoir un pantin, ça fait sourire. Et en lisant, là, il y a une super biographie qui est sortie dont je n'ai lu que le premier tome,
où ils expliquent que Kafka, où le biographe explique que Kafka lisait en se marrant. Il lisait ses manuscrits à voix haute en riant aux gens. Ouais. C'est inquiétant quand on y pense. Un petit peu. La particularité de ce podcast, c'est que la personne que j'ai vue avant toi t'adresse une question, sans savoir qu'elle sera pour toi. C'est Marie Boulic, que j'ai rencontrée avant, qui te pose la question suivante. Quelle proposition voudrais-tu faire pour sauver la lecture, si tant est que tu penses que la lecture doit être sauvée? Alors, là, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Je te remercie pour les autres. Et alors, moi, je vais te répondre. Je pense que, tu vois, factuellement, quand on regarde les choses, la lecture n'a pas besoin d'être sauvée. Pourquoi je t'explique. C'est qu'en fait, quelque part, aujourd'hui, on dit que, tu vois, les réseaux sociaux, et quelque part, on lit beaucoup. On lit tout le temps, en fait. On lit les posts, on lit les stories. Bon, même si aujourd'hui, même quand tu vois des vidéos TikTok, tu lis des choses, en fait. Donc, on lit. Le vrai problème, je pense, il est dans le rapport à la complexité, à la contradiction. Il est dans un rapport à l'empathie, en fait. C'est que je pense que la littérature te met dans une disposition factuellement, ne serait-ce que par la posture d'écoute, d'attente, mais d'attente extrêmement active, performative. Et tu apprends, en fait, que des fois, ne rien faire, c'est faire plus de choses que courir un 100 mètres. Ou 100 km plutôt. Je pense qu'en fait, que c'est au travers de cette question-là, c'est ça qu'on a besoin de sauver. C'est cette disposition au monde-là, qui n'est pas à la mode, j'ai envie de te dire, qui est même, non seulement dévoyée, je pense, et qui est vue comme beaucoup de gens comme problématique. Et c'est ce qui nous amène à des choses dramatiques et à la dégradation générale qu'on peut connaître aujourd'hui. Là, ce qui me fait très peur aujourd'hui à titre personnel, c'est que la bêtise dont parlait si bien Gugus, elle a aujourd'hui une caisse de résonance qu'elle n'a jamais eue auparavant. Et c'est ça qui est extrêmement problématique, parce que ce que je te racontais sur moi, quand les gens un peu comme moi qui viennent de milieux pas forcément disposés à la lecture, à la littérature, leur premier contact à une forme de réflexion, c'est du coup des images et des bribes de lecture en fait qui sont souvent qui plaident des causes ou qui sont à la recherche du spectacle avant tout, quoi. Quelque part, le papier te met à distance déjà et te force à un effort. Le plaisir en lecture, ce que j'ai découvert aussi sur le tard avec la musique, c'est aussi un effort. C'est le culte de l'immédiateté. Si t'as pas l'émotion tout de suite, c'est que ça ne fonctionne pas. Non, l'émotion est aussi un travail de la part de celui qui réceptionne le texte. Bon, voilà, tu vois, c'est une question qui m'a vachement interpellé parce que je pense qu'elle est extrêmement pertinente, mais je pense qu'elle est encore plus large que ça et elle fait écho à plus de choses que la lecture, qui a une certaine disposition à la complexité et à l'empathie, quoi, clairement. Et à ton tour, il faut que tu poses une question pour la personne que je verrai après toi. Bah, c'est bon, je l'ai, la question. Tu l'as, je t'écoute. Alors, c'est une question très simple, c'est est-ce que la littérature est une chose sérieuse? Ah, super. Tu as une réponse à ta propre question? Ou pas? Non, mais si tu n'as pas envie de répondre. Non, mais là, ça fait pas partie du boulot. Oh là là, j'ai pas réfléchi. Non, en tout cas, je pense que ça demande du travail. Et en même temps, moi, ce dont je me méfie beaucoup, c'est l'esprit de sérieux. Tu vois, on s'en parlait au moment où tu rentres dans certaines librairies, certaines manifestations et tout. Parce que l'esprit de sérieux, il te ferme à beaucoup de choses. Il te forme aussi et te ferme à une certaine fraîcheur parce que, en fait, quand t'écris, moi, j'ai tendance à dire qu'il faut garder cette forme de spontanéité parce que sinon, tu t'aigris, en fait. C'est super triste. Et après, il y a des gens pour lesquels tu ne peux rien faire. Mais ça te ferme à une forme de disposition à l'épiphanie, à l'admiration. Et ça, c'est un fuel, c'est une énergie, c'est une essence pour t'amener à créer, quoi. Puis bon, la vie est plus drôle quand même quand c'est pas qu'on se marre, mais quand on est disposé à la rencontre. Ça, c'est vrai c'est génial. Il y a une chanson brésilienne qui est trop belle. Qui dit c'est Vinicius de Moraes qui dit ça, la vie c'est l'art de la rencontre, mais c'est tellement ça en fait. Et la rencontre avec soi, avec les autres, avec des fois un paysage, tu vois, on parlait des lieux au début de l'entretien. Ouais, des fois c'est des rencontres avec des lieux, tu dis ça y est, je suis aligné, je sais que c'est là que j'ai envie d'être pour écrire sur tel projet ou à tel moment de la journée et tout, quoi. Et bon, c'est génial de se dire que dans ta vie t'es toujours ouvert à ça, quoi. Voilà. J'ai une dernière question, après je te laisse tranquille. Je t'en prie. Est-ce que parmi les livres dont tu m'as parlé ou d'autres dont tu ne m'as peut-être pas encore parlé, il y en a un dont tu me conseillerais la lecture personnellement, si je ne l'ai pas encore lu? Je sais qu'on ne se connaît pas, mais... écoute, tu m'as dit que t'as pas lu La Peau, qu'elle n'avait pas lu La Peau, donc ça c'est sur la Naples d'après-guerre. Juste l'immédiat d'après-guerre, c'est un roman en fait qui est...
comment je peux dire, c'est une belle histoire. Il y a quelque chose d'assez intéressant. C'est la Seconde Guerre mondiale, donc tu vois l'arrivée des Alliés, avec ce que ça peut avoir aussi problématique parce que t'as une espèce de horde en rut qui débarque dans les bordels de Naples, et en même temps, tu vas voir, il y a les bas-fonds de Naples qui ressortent avec tout cet aspect mythologique qui est hyper beau, quoi. Merci beaucoup. Je t'en prie. C'était passionnant de t'écouter, c'était sympa de aussi te rencontrer comme ça. Merci. C'était le podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains avec Baptiste Fillon. Retrouvez sa sélection de livres et les autres épisodes sur le site de la librairie www.desgendsquilises.fr. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en à d'autres gens qui lisent. À bientôt, à la découverte d'une autre bibliothèque, et d'ici là, belle journée dans les livres.